22 août 2017. Au sommaire, 8 morts et plusieurs blessés. C'est le premier bilan d'un éboulement qui s'est produit ce mardi dans la décharge de Dar Salam à Conakry. Douleur et consternation, le chef de l'État s'est rendu sur place. Une mission de la CEDEAO est à Conakry. Objectif, recenser toutes les préoccupations des secteurs privés guinéens. La mission est conduite par un ancien chef d'État nigérien. Hajj 2017, les derniers convois des pèlerins guinéens sont arrivés au lieu saint de l'islam. Les opérations se sont déroulées dans les meilleures conditions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur 2 décrets du chef de l'État. Décret D 2017-233 PRG-SGG portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution en son article 69, alinéa 1, 2 et 4, vu la loi organique numéro 015 AN du 23 décembre 1991 portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, décrète. Article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 août 2017 à 11 h autour de l'ordre du jour suivant. Examen de la loi rectificative des finances pour l'année budgétaire 2017. Cette session sera précédée du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2018 initié par l'Assemblée nationale. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date d'ouverture de la session extraordinaire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 22 août 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2017-234 PRG-SGG portant nomination de membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Mamadi Touré, ambassadeur, représentant permanent de la République de Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies ONU à New York, est nommé ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en remplacement de Mme Makale Camara, appelée à d'autres fonctions. Article 2. M. Frédéric Loua, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est nommé ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime en remplacement de M. André Loua, appelé à d'autres fonctions. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 août 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Vous le savez, c'est avec une vive émotion que nous entamons cette édition d'information. Un éboulement s'est produit ce mardi dans la décharge de Dar Salam à Conakry. On dénombre 8 morts et une dizaine de blessés. Les opérations de secours d'urgence sont en cours. Le gouvernement et les autorités communales sont profondément préoccupés par la situation. Des dispositions sont envisagées pour sauver les victimes. Mabinti Laïsouba, reportage. C'est la plus grande et la plus ancienne décharge publique de la capitale. La montagne de déchets constituée ici depuis des décennies est presque connue de tous. Ce matin, sous l'effet de fortes pluies, une partie de la montagne encore fumante s'est détachée. 3 maisons sont couvertes par des tonnes d'immondices. Les premiers secours sont fournis par des voisins déboussolés. Plusieurs personnes sont sous des décombres fumants. Ce jeune est le seul survivant de sa famille. Sous le choc, c'est son oncle qui témoigne. 4 personnes de la famille de mon frère sont mortes. Mon grand frère, sa femme et leurs enfants. Moi, je loge à la carrière. On m'a appelé pour identifier les corps. Quelques heures après le drame, le gouverneur de la ville de Conakry s'est précipité sur le site. Le bilan provisoire n'était pas encore lourd. Pour l'instant, ils sont 35. Ils sont 35, oui, morts. Là-bas, on attendait la machine selon les premières informations qu'on a reçues, parce qu'il faut qu'on ait une machine pour permettre à cette machine de soulever les murs qui sont là et tout ce qu'il y a comme gravat pour savoir effectivement s'il y a des personnes ou pas. C'est ce qui doit être fait maintenant. Au fur et
à mesure que les secours dégagent le tas d'ordures, le bilan s'alourdit. De dizaines de blessés sont aussi dénombrés. La population de Dar es Salaam est sous le choc. Il y a beaucoup de morts. Donc vraiment, on ne peut pas dire actuellement là. Tellement il y a beaucoup de morts. Là où je suis, je ne comprends rien. À 8 heures, nous avons entendu un grand bruit. Il y a encore des victimes sous les décombres. Les victimes d'une seule maison ont été dégagées. Nous vivons une véritable tragédie. La décharge de la minière a longtemps été une menace à Conakry, mais personne ne pouvait imaginer un jour qu'elle pouvait brutalement mettre fin à la vie d'une dizaine de personnes. Pour l'instant, le bilan provisoire fait état de 8 morts et une dizaine de blessés, dont 7 graves. Profondément touché par ce drame, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu sur les lieux pour adresser ses condoléances aux familles des victimes. Momelamine Souma. Le président de la République, professeur Alpha Condé, accompagné du ministre d'État à la sécurité et du gouverneur de la ville de Conakry, s'est rendu au lieu du drame. Un drame qui symbolise en lui seul l'épineuse question de gestion des ordures ménagères dans la ville de Conakry. Comme vous l'avez constaté sur le terrain, au niveau de la décharge, elle est complètement entourée par les habitations. Et quand il y a une forte pluie comme celle qui vient de se passer, forcément il faut qu'il y ait des éboulements. Donc vous avez vu déjà constater de visu ce qui s'est passé sur le terrain. C'est le constat anarchique. Un poquelin du génie militaire s'activait encore cet après-midi à éloigner les amas d'ordures qui ont couvert les maisons d'habitation situées à 0 mètre de la décharge sise au quartier Dar es Salaam 2, commune de Ratoma. Le président de la République a pris son temps pour sillonner le site afin de comprendre la situation, adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et envisage de prendre des mesures palliatives. Le président des condoléances aux familles éplorées. Nous allons voir comment les porter secours, mais il est extrêmement important qu'on mette de l'ordre dans l'habitat à Conakry. On ne peut pas accepter qu'il y ait des maisons situées dans des endroits marécageux ou autres, parce qu'on sait très bien, on n'a pas le choix. Donc après les stations de plan, on va prendre les dispositions au niveau du gouvernement. Parce que quelque chose comme ça peut être beaucoup plus grave si on ne prend pas des dispositions très rapidement. Une montagne d'ordures de toute nature, des habitations situées à 0 mètre et une eau suée sortant de cette montagne d'ordures. Voici le cocktail Molotov qui constitue aujourd'hui la décharge de la minière et son environnement immédiat. Devant cette situation, la s'interroge. Au cas où la ville de Conakry enregistrait 48 heures ou 72 heures de pluie diluvienne, que se passerait-il ? À l'hôpital d'Anka, comme les autres services de santé, les victimes de l'éboulement bénéficient des soins intensifs. Les médecins sont mobilisés pour sauver les blessés. Certains malades commencent d'ailleurs à se remettre progressivement du traumatisme. Ça à Maratono. À bord de cette ambulance, 5 blessés de la décharge de la minière connue sous le nom de Combos. Ces victimes sont admises ici au service d'urgence de l'hôpital d'Anka. Elles sont extraites des décombres par les sapeurs-pompiers, appuyés par les populations. Le compost a une partie s'est glissé, c'est tombé sur le bâtiment. J'ai alerté, à la minute on s'est présenté. C'est les premières victimes qui sont disponibles, qu'on peut les envoyer d'abord à l'hôpital. C'est ici qu'on est venu. Aussitôt débarqués, les blessés sont placés sous soins d'urgence. La prise en charge est gratuite. Les prises en charge sont déjà effectives. Les patients ont reçu tous les soins qu'il faut. Il y a 2 seulement qui doivent passer la radio. Et les 2 sont présentement à la radio. Nous attendons la suite de cette radio. Nous allons déterminer maintenant ce que nous devons faire pour ces malades-là. S'ils sont fracturés, nous faisons un traitement orthopédique. Après les premiers soins, certaines victimes commencent à se remettre de leur traumatisme. Parmi elles, Ramatoulaïba. Cette mère de famille se porte mieux, mais s'inquiète pour ses enfants, dont elle n'a pas de nouvelles depuis le drame. Ma petite fille, celle qui a 7 ans, elle était couchée dans la chambre. Elle pleurait. Je dis, attends, je vais partir la prendre. D'un seul qu'on entend, whoop, dit comment sortir. D'ailleurs, toutes les murs sont descendues avec les saletés qui sont en haut, whoop, d'un seul coup. Les murs nous sont
entouré maintenant. Il y avait 2 chambres à salon, mes voisins, eux tous, sauf la femme qui est là-bas, là, celle qui est de l'autre côté. Mais tous ceux qui sont dedans, mari et femme, sont mortes. Mes 2 petites filles aussi. C'est tout ce que je connais. Arraché progressivement de ses douleurs physiques, Ramatoulaye apprécie la qualité des soins reçus. On nous a bien accueillis quand même. Dès que je suis venue, on m'a emporté pour faire la radio. Non, c'est bien. Vous êtes bien occupés de nous. Les docteurs sont gentils. Non, nous remercions le président aussi. Pendant que notre équipe quittait l'hôpital Donka, d'autres convois de sapeurs-pompiers étaient annoncés. Et les responsables du CHU Donka sont déterminés à assurer une meilleure prise en charge aux victimes de l'éboulement de la principale décharge publique de la capitale. Dans l'actualité encore, la protection des domaines de l'État. La question est toujours en débat. Après le site de Demoudoula, les regards sont tournés vers la ceinture de protection du mont Kakoulima. Une forte délégation des ministères de l'Environnement, de l'Habitat et de la Gendarmerie nationale s'est rendue sur le site pour la délimitation. Aboubakar Junior Kamara. Le mont Kakoulima, entre les préfectures de Koya et de Dubreka, est à la périphérie de la capitale. C'est le point le plus élevé de cette partie du littoral. Mais ces dernières années, Kakoulima est victime de vagues d'occupation domaniale. Pendant longtemps, les services spécialisés de l'État et responsables locaux ont gardé le silence face au phénomène. Pourtant, depuis 2 jours, une mission conjointe composée des cadres des ministères de l'Environnement, de l'Habitat et de la Gendarmerie nationale se propose de redonner vie à la ceinture de protection du mont Kakoulima. La ceinture avait été établie depuis 1944 par un plan cadastral. Aujourd'hui, des constructions sont au pied du mont et d'autres poussent sur ses flancs. C'est un travail de constat, de terrain, mais il y a un travail technique qu'il faut faire, qui ne se fera pas en 24 heures. Il faut d'abord définir comment les gens sont procurés les parcelles, à partir de quels documents, dans quelle zone, et quels sont les documents qu'ils ont. En fonction de ça, on peut prendre situer les responsabilités. L'article 101 du Code foncier et domanial est très clair que c'est des domaines qui sont inaliénables et imprescriptibles. Donc ceux qui sont en train de construire, c'est de leur dire d'arrêter, parce que ce soit ce gouvernement ou un autre, sa protection est déjà, ça fait partie des accords que la Guinée déjà a souscrits. Donc sa protection est une priorité pour n'importe quel gouvernement. Plusieurs marigots qui prenaient leur source au pied du mont Kakoulima ont aujourd'hui disparu. Les constructions, elles, se font à la vitesse supérieure. Ce qui reste clair dans cette situation, c'est d'empêcher l'évolution d'occupation anarchique et situer la responsabilité qui a autorisé le lotissement, le morcellement, la répartition, pour qu'on sache si c'est l'habitat de Dubreka ou c'est le département tutelle en question, ou bien si c'est le ministère de l'Environnement qui doit protéger cet environnement. Nous allons situer la responsabilité maintenant. Pour freiner de nouvelles constructions, un dispositif sécuritaire est désormais déployé ici. Il aidera aussi à soutenir les opérations de déguerpissement qui vont suivre les études techniques des services de l'habitat. Notre première mission, c'est d'abord sécuriser tous les services techniques qui ont la charge de gérer ces différents domaines qui appartiennent à l'État. Le mont Kakoulima est un site qui est internationalement reconnu. Il y a 5 mètres d'eau qui se déversent sur ces hauteurs par saison des pluies. Ça évolue, ça progresse jusqu'à là-bas. Ce mont, vous voyez, il est attaqué. Donc nous serons là, non seulement pour empêcher l'occupation anarchique qui a déjà démarré, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, accompagner les services techniques sincères et loyaux à la République de faire correctement leur travail. La réhabilitation de la nature dans ses droits écologiques est un pari à Kakoulima. Jusqu'où iront nos services et comment seront menées ces opérations alors que le chantier de Demoudoula est toujours ouvert? Seuls les prochains jours nous donneront des réponses à ces interrogations du moment.
L'autre temps fort de cette édition, bientôt la fin des travaux de reconnaissance géotechnique du barrage hydroélectrique de Kogwedou. L'entreprise Guiter SA et les partenaires marocains sont à pied d'œuvre pour finaliser le projet d'ici le mois d'octobre. Ce barrage va produire plus de 90 MW pour la région de Kankan. Sanassi Keita fait le point. Kogwedou, Franconedou. 2 sites prévus pour la construction d'un barrage hydroélectrique situé entre les villes de Kankan et de Kerouani. L'entreprise Guiter et son partenaire marocain Sintram sont chargés de réaliser cette infrastructure énergétique. Je travaille ici, le carottage ici, le sondage à 20 mètres. Maintenant à 20 mètres. À 20 mètres. Il y a ici le terrain dur maintenant. C'est le caillou dur. Il y a la différence de le terrain. Ici, le caillou dur, les autres sondages ici, un peu. Déjà, 30% des travaux de reconnaissance géotechnique de ce projet sont réalisés. On est vers la fin des travaux au niveau de la rive droite. Et après cela, on ira sur la rive gauche et on ira sur le barrage Farankounido. Parce que ce projet-là consiste à avoir un couple de barrages. L'un, c'est Kogwedou pour la production et l'autre pour le Farankounido pour la réserve d'eau nécessaire à la production durant la saison sèche. Et selon le directeur technique de ce projet, ces travaux de reconnaissance géotechnique prendront fin au mois d'octobre 2017. Un projet en BOT que l'entreprise Guiter et son partenaire Sintram comptent réaliser très rapidement. Ce couple de barrages, il est fait dans le cadre de projet BOT. C'est-à-dire que l'entreprise ou le groupement qui va le réaliser, elle va l'exploiter pendant un certain nombre d'années et elle va vendre plutôt l'énergie et par la vente de l'énergie, elle va se faire rembourser les frais qu'elle a avancés. Donc nous avons commencé à avancer des frais depuis l'année dernière par les moyens propres de Guiter. C'était même avant d'avoir le partenaire, en construisant le bâtard d'eau, en ouvrant les emprises, en construisant la piste d'accès. C'était pour accéder au site. Bon, après, il y a eu la phase suivante, c'était de chercher un partenaire étranger, de mettre tout en place avec le gouvernement et l'État guinéen. La réalisation de ce barrage hydroélectrique de 90 MW va permettre de desservir toute la Haute-Guinée, ce qui va sans nul doute inciter les industriels à s'implanter dans la zone avec à la clé la création d'emplois pour les jeunes. Une politique chère au professeur président Alpha Condé. Les députés, membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ont effectué des visites dans les casernes militaires de Kissidougou et Guékédou. Objectif, s'enquérir de l'état des casernes et échanger avec les autorités militaires sur les relations civilo-militaires. Sidi Robertano. À Kissidougou, les députés membres de la commission défense et sécurité ont eu de fructueux entretiens avec les hommes en uniforme. Les échanges ont permis d'évoquer l'état des lieux dans les relations civilo-militaires. Le constat actuel révèle la bonne collaboration entre les militaires et les populations grâce aux réformes engagées dans le secteur de la sécurité par les autorités guinéennes. Nous pouvons dire sans embâche que le constat par rapport aux différents secteurs évolue positivement parce que en fait c'est de toucher du doigt les réalités en vue des remèdes. Même constat à Guékédou où la mission parlementaire a salué la qualité des services rendus par les forces de défense et de sécurité guinéennes le long des frontières avec le Libéria et la Sierra Leone. Cette année, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on aille dans les préfectures au niveau des frontières pour connaître un peu votre situation, les conditions de vie que vous menez, pour que nous puissions davantage prendre vos préoccupations en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que vous ne partez pas là-bas. Les chefs qui viennent, on travaille avec ceux-ci. On se dit beaucoup de choses, mais nous avons préféré cette fois-ci toucher du doigt toutes les réalités vous concernant. Dans l'ensemble, la mission a formulé des recommandations qui mettent l'accent sur la poursuite des activités, des réformes engagées afin de renforcer et promouvoir la bonne cohabitation entre les militaires et les populations à la base.
Comment dynamiser les activités et la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO? Une mission de cette organisation sous-régionale séjourne à Conakry à cet effet, conduite par l'ancien chef d'État nigérien, général Saliou Jibo. La mission tente de recenser toutes les préoccupations des acteurs du secteur privé guinéen. Amadou Touré. Les échanges commerciaux au sein de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont estimés actuellement à 12% seulement, alors qu'ils peuvent atteindre les 80% entre certains de ces pays et l'Occident. Pour inverser cette situation et redynamiser les actions de la CEDEAO, une commission appelée Task Force est née le 20 mai 2016. Son objectif, identifier les problèmes et proposer des pistes de solutions aux chefs d'État de la sous-région dans le cadre de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nous sommes ici pour pouvoir rencontrer tous les partenaires, que ce soit les ministères, que ce soit les départements, que ce soit les agences et le secteur privé. Donc tous les partenaires concernés donc par la libre circulation des personnes et des biens. Pour qu'à la fin, notre souhait, donc notre perspective, c'est la levée totale et durable de toutes ces barrières tarifaires, non tarifaires, informelles et pratiques anormales. Je crois que ça apportera beaucoup au secteur privé guinéen. Admettons qu'on soit libre d'exporter dans tous ces pays. Et ça sera un plus pour la Guinée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir et surtout qu'il y ait une volonté politique pour le faire. Et on sait déjà qu'on a un chef d'État qui est prêt à cela et qui est aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine. Et tout son combat, c'est de voir l'Afrique se développer et s'accepter. La Guinée, 9e étape de la tournée sous-régionale de la Task Force. Ici, les acteurs du secteur de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, dans un débat à bâton rompu, ont exposé tous les problèmes liés à leur fonctionnement. La préoccupation de la Chambre de commerce par rapport à cette task force, c'est de recenser le besoin des groupements socio-professionnels et des opérateurs économiques et les faire remonter pour leur prise en compte. Parce que nous sommes au niveau des services. La production nous intéresse, mais ce n'est pas notre premier argument. Notre mission, c'est rendre service à nos ressortissants. À terme, les acteurs de l'institution sous-régionale ambitionnent l'émergence de la CEDEAO à travers ses propres ressources. Ouverture ce mardi à Koya de l'atelier de validation de l'annuaire statistique 2016 organisé par l'Institut national de la statistique. La rencontre vise à corriger et consolider des données chiffrées de 2016. Les précisions dans ce reportage de Jenny Yassani. L'INS poursuit l'opération de collecte et de centralisation des données statistiques à travers le pays. Après la publication de l'annuaire statistique 2016, les acteurs du système statistique travaillent à amender le dossier. La vérification et la fiabilité des données contenues dans l'annuaire publié préoccupent les experts. Les acteurs impliqués dans l'élaboration de cet annuaire puissent valider les données et pour que ces données que nous allons mettre à la disposition de nos auditeurs, nos autorités, soient des données fiables. D'abord, c'est un document qui résume toutes les informations du pays dans tous les domaines socio-économiques. Par exemple, quand je parle du domaine social, il y a l'éducation, la santé, et le sport, la culture, la justice, la sécurité et même les affaires religieuses. Pendant 2 jours, ces acteurs parcouriront l'ensemble des rubriques du document. Un document qui comptabilise des données chiffrées sur l'ensemble des secteurs socio-économiques du pays. Ce travail aboutira à la validation définitive des données 2016. Il y a par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir approvisionner les policiers en matière de logistique, en matière de matériel didactique, tout ça, il faut des bases statistiques, il faut des données statistiques. Parce qu'on ne peut pas, le bailleur de fonds ne vient plus maintenant pour donner main à main. Il faut qu'il passe par des institutions à travers les données statistiques. Depuis plusieurs mois, une vaste opération de renforcement des fonctions statistiques est en cours dans le pays. Le projet est financé par l'Union européenne.
Sans transition, direction New York, où s'est achevée l'opération d'enrôlement pour l'obtention des passeports biométriques. Elle concernait nos compatriotes vivant aux États-Unis. 3 semaines de travaux ont permis à la mission venue de Conakry de recenser au moins 900 Guinéens pour cette première phase. Mais ils doivent attendre un mois avant de recevoir leur passeport biométrique. De New York, voici le reportage de Fatoumata Samora. Les opérations d'enrôlement des Guinéens de New York ont timidement démarré le 27 juillet dernier. 2 jours après, la nouvelle s'est propagée au sein de la communauté comme une traînée de poudre. Depuis, c'était l'affluence. Nos compatriotes se bousculaient à la porte de la mission permanente de Guinée auprès de l'ONU à New York pour se faire enrôler. Surpris par les difficultés liées aux actes de l'état civil, mais pas pour autant découragés. Au final, 900 personnes seront enrôlées. De telles missions doivent être perpétuelles. Nos compatriotes qui sont venus ici sont naïvement venus sans documents. Donc c'est ce problème qu'on a rencontré en majeure partie chez nos compatriotes ici. Ils ont les jugements supplétifs, mais non transcrits. Pour eux, il faut qu'ils aient leur passeport. Mais ils ont vu à la lecture de cette décision, ils ont compris en réalité que ce n'est ni de notre faute, mais nous sommes en train d'appliquer une décision. En faveur de qui? En faveur d'eux-mêmes. Initialement prévues pour 2 semaines, les opérations d'enrôlement pour l'obtention du passeport biométrique ont duré 3 semaines à New York. 22 jours au cours desquels la mission a dû travailler même les week-ends. Les 900 personnes enrôlées devront recevoir leur passeport biométrique dans un mois. Hajj 2017, les derniers convois des pèlerins guinéens sont arrivés à Médine. Les opérations se sont déroulées dans les meilleures conditions cette année. La Ligue islamique a pris toutes les dispositions pour assurer un bon déroulement du pèlerinage. Suivez les précisions de nos envoyés spéciaux, Elhaj Mamadouba Tizobangoa et Elhaj Yaya Silla. Regardez. Partis dans l'après-midi de Médine, les pèlerins devraient parcourir une distance de 400 km avant d'arriver à cette ville emblématique de Makka où se trouve la Kaaba. Il n'y a aucun mot pour décrire l'état de ferveur, de piété, la dimension divine que l'on ressent quand on assiste successivement à un vendredi de Médine et à un vendredi de la Kaaba. On remercie le bon Dieu de nous avoir permis de vivre une telle ferveur religieuse, une telle grandeur de notre religion. Je remercie le grand Dieu de m'avoir donné la chance de toucher, embrasser la Kaaba au moins 3 fois et de prier pour moi-même, pour les personnes de bonne foi, pour ma nation et pour ma famille. La première action dans cette ville est la Tawaf, ou le tour autour de la pierre noire de la Kaaba. Ce rituel est appliqué à la lettre par l'ensemble des pèlerins de Guinée et d'ailleurs. Ensuite suivra la Safa et Marwa, une autre étape du rituel d'Abraham, l'ancêtre des religions monothéistes. Tout ce mouvement est coordonné par la Ligue nationale, non sans difficulté. Quand vous réunissez un grand nombre de personnes qui n'ont pas les mêmes habitudes de vie, qui n'ont pas les mêmes modes de vie, qui n'ont pas les mêmes visions. Alors quand vous réunissez ces gens-là, c'est fortement que vous avez des problèmes. Et surtout aussi quand il s'agit de changer l'environnement habituel. Non seulement ça crée des problèmes organisationnels, mais ça crée même des problèmes psychiques. Ça crée de tout genre de problèmes. Mais, alhamdoulilah rabbil alamin, nous surmontons les problèmes, nous les gérons. Les étapes de pèlerinage sont donc complètement amorcées. Elles se poursuivront par des ziyaras ou des visites des lieux historiques de l'islam. Et là, Yaya Silla, merci pour ce reportage. Le 13e congrès de la jeunesse chrétienne a pris fin à Bouaké, en Côte d'Ivoire, sous le thème « Jeunesse chrétienne, lève-toi et brille ». Les participants ont tiré profit de la qualité des enseignements donnés. Valérie Manet. Cette rencontre de Bouaké suscite un éveil de conscience chez les participants.
Durant une semaine, les échanges ont porté sur des sujets religieux, économiques, mais aussi sociopolitiques. Une manière de faire une invite aux jeunes chrétiens à la prière, mais aussi à la promotion de l'entrepreneuriat, gage de l'émancipation. Nous ne pouvons absolument rien faire si nous passons seulement le temps à prier. En plus de la prière, il faut un changement de mentalité, parce que Dieu a donné à ce continent toutes les ressources dont nous avons besoin. En changeant de mentalité, nous pouvons alors apprécier à sa juste valeur les bénédictions de Dieu, les potentialités de Dieu pour notre continent. L'organisation de ce 13e congrès en terre ivoirienne est perçue par la plupart des congressistes comme un succès. Le niveau des enseignements a contribué à la formation et à la qualification de l'élite africaine. Du point de vue enseignement, les orateurs ont été véritablement à la hauteur de leur tâche et tous les congressistes alors apprécient vraiment la qualité de ces enseignements. Nous avons grand espoir que nous allons faire une restitution à notre retour et surtout développer des initiatives à partir des enseignements que nous avons reçus ici pour impacter nos sociétés. La clôture du congrès de Bouaké est marquée par une série d'événements. Le renouvellement du bureau exécutif de l'Union des jeunesses de l'Alliance chrétienne, un bureau composé de 4 membres qui a pour mission la coordination des activités de l'organisation et la remise du flambeau au Gabon pour l'organisation de la 14e édition de l'UJAC en 2019. Et puis nous revenons sur ce décret du président de la République portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, M. Mamadi Touré, ambassadeur représentant permanent de la République de Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies, ONU à New York, est nommé ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger en remplacement de Mme Makale Camara, appelée à d'autres fonctions. Article 2. M. Frédéric Loy, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, est nommé ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime en remplacement de M. André Loy, appelé à d'autres fonctions. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 22 août 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.